Eh, oh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WeSLC, toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Rigo, take a seat, non? You see that nigga over there? He's like us. He's from the gutter. No excuse. We're gonna make it. PDG, let's get it. We hustle, baby. The chairman. Hustle, baby. The chairman. Hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment honoré, fier de recevoir mon homeboy provenant d'un groupe légendaire, lyriciste, rappeur, homme de cœur, social activiste, VRP de luxe pour les Comores, l'homme que l'on nomme Soprano. Take a Sopra, seat, Igor. comment tu vas mon Ça frère? va mon frérot hein? Tout va Tranquillement. bien? Ouais, impeccable. C'est vrai. On est avec toi, ça déchire. Ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invite, Frangin. Avec plaisir. On est honoré de te recevoir, frérot. Merci. Tu fais beaucoup pour la culture, tu fais beaucoup pour la jeunesse. Et il était important, justement, de te le dire en face. Ah, merci beaucoup, merci. C'est terrible, c'est T'assures, terrible. t'assures. Sopra, dis-moi, Ouais. la tradition veut que tu te présentes pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Alors moi, c'est Soprano, membre du groupe Psychiatre de la Rime. Jeune, pas plus jeune maintenant, mais marseillais, rappeur, chanteur du groupe Psychiatre de la Rime, comme je t'ai dit. Et aujourd'hui, on a sorti, je sais plus combien de disques. Ça fait quelques années qu'on est là avec mon groupe et en solo. Ah, ça fait plaisir, en tout cas. Moi, Ouais. j'espère que tu as tout le temps parce qu'on va parler comme des brothers. Je suis là, je suis opérationnel. C'est terrible, c'est terrible. Donc, moi, je veux qu'on fasse un flashback Marseille dans les années 80, Yeah. le début des années 90. À quoi ressemblait ta vie? Toi qui es l'aîné d'une fratrie. Ben, en fait, moi, j'ai grandi avec deux petits frères, deux petites sœurs. On a grandi dans le quartier au Plandau, quartier où a grandi Vincenzo et Alonso aussi. C'est là où on est cousins. On est cousins de sang et d'alliance. Et moi, j'ai grandi dans ce quartier où il y avait beaucoup de Comoriens, beaucoup de Sénégalais, beaucoup d'Algériens, beaucoup d'Irakiens. Il y avait beaucoup de Bagdad. On a grandi ensemble avec plusieurs cultures. J'ai grandi dans les madrasas. Bien. Les gens ne connaissent pas trop les madrasas, mais c'est un peu le gospel chez les musulmans. Donc nous, on allait là-bas. Donc c'est comme ça qu'on m'a appelé Soprano, parce que j'avais la voix la plus aiguë quand je faisais l'appel à la Toi, tu prière. faisais la dinde. Voilà, Ah je ouais. faisais l'appel à la prière, je faisais de la dinde. C'est moi qui faisais la dinde. Donc direct, on m'a appelé Soprano au quartier. Et du coup, quand on a monté mon groupe avec mes cousins, ben, j'ai gardé Soprano parce que c'était mon pseudo. D'accord. Voilà. Très bien, Sopra. Et voilà, tu disais que tu n'avais pas le droit forcément de beaucoup sortir. Tu étais quelqu'un vraiment de casanier, etc. Ouais. Comment la famille a pris la nouvelle? Parce qu'encore une fois, toi, tu étais très cadré. Ouais. Tu comprends? Très cadré religion. Exact. Ça veut dire, moi, c'était école, mosquée, maison. École, mosquée, maison. J'allais rarement, je sais pas moi, j'allais rarement jouer au foot avec mes collègues. Après, avec les années, on a commencé, mes parents, ils ont commencé un peu à ouvrir un peu les vannes. Mais à la base, je suis école, mosquée, maison. C'était que ça que je faisais. Et donc, du coup, j'étais beaucoup à la maison. Donc, beaucoup à la maison, beaucoup devant la télé, beaucoup devant la radio. Et je faisais que regarder Michael Jackson comme ça. Voilà, j'ai passé ma vie comme ça. D'accord, très bien. Et du coup, là, forcément, quand les parents ont appris la nouvelle, tu commençais à rapper, tu m'as dit, enfin, tu m'as pas dit, mais bon, j'ai C'était- des indices, j'ai des sources de T'as des partout. sources partout J'ai des sources de partout. et tu rappes en cachette, etc. 14. J'ai commencé à rapper à 94. Ouais, 94. Au début, on rappait en cachette. Ouais. Genre, comme mon père, il travaillait dans les pétroliers, il était pas là tout le temps, il partait des 3 mois, 4 mois.
Ma mère, elle était là, mais des fois, elle partait travailler un peu à droite, à gauche. Elle était femme de ménage un peu partout. Donc, du coup, c'était mes grandes cousines qui nous gardaient. Donc, on avait le petit poste dans la chambre. On était avec Alonso, Vincenzo et un autre ami. On se mettait là. On écrivait un peu en traite, on rappait. Bien sûr, après, à un moment donné, au quartier, ça s'est su. Donc, c'est arrivé aux oreilles de mon père. Surtout, mon père était pas trop... Mais c'est normal. T'imagines, dans les années 90, tu dis, ouais, je fais du rap. Ils connaissent pas, ils viennent du bled, ils étaient là, ils avaient peur. Eux, leur seul but qu'ils avaient dans la tête, c'était nos enfants, ils vont avoir le bac. Ça, tu vois, chez les Africains, le bac, c'est plus important que tout. C'est clair. Donc, du coup, c'était un peu difficile pour mes parents au départ. Ben justement, c'est une belle transition parce que tu disais qu'à l'école, c'était pas trop ça au départ. Au collège, au lycée, tu avais des difficultés, etc. Comment justement, en plus de ces lacunes-là, le fait de faire de la musique qui peut faire office de péché même hein, pour certains, ils n'ont pas voulu te mettre à la porte, par exemple? Mon père, une fois, mon père, il est venu, je me rappelle, il avait sorti il avait un papier où il y avait tous les renseignements pour aller à l'armée. J'ai dit... Et après, je lui ai expliqué. J'ai dit, tranquille quand même, je suis un gentil garçon quand même, tu vois. Mais au début, il faut le comprendre, il avait peur, il comprenait pas. Ma mère, une fois, j'étais revenu d'un concert. J'étais venu vers 3-4 heures du matin, elle était inquiète, elle a ouvert la porte. Elle m'a regardé les bras. Regardez si je me piquais. Parce que eux, ils connaissaient pas le rap. Faut bien revenir à cette époque-là. C'est pas comme aujourd'hui. Les parents d'aujourd'hui, ben, ils ont grandi avec Ayam ou Psycha de la Rime, tu vois. Donc, c'est pas pareil. Nous, ils avaient des difficultés à comprendre que il y avait plusieurs styles de rap, il y avait, et qu'il y avait rien de dangereux. Tu vois, donc du coup, mes parents, ils avaient un peu peur. Mais ça va. Ça va avec le temps, avec des conversations, avec un peu de disputes, c'était un peu compliqué. À l'école, par contre, c'était différent. Parce qu'à l'école, moi, quand j'ai commencé le rap, je partais au lycée. J'étais encore au collège, mais au lycée. Et moi, j'étais en 4e techno. Je sais pas si tu vois, c'était quoi, technologie, 3e technologie. Et je sais pas pourquoi, on m'a mis en seconde générale. Alors que je voulais aller en BEP. Je crois que c'est les quotas. Ils se sont dit, bon, quand même, il y a trop de cassos dans leur école, dans leur collège. On va les faire. Il faut que dans ce collège-là, il y a des gens qui soient au lycée. On arrive au lycée, je comprenais rien du tout et je commençais à être dans le rap. C'est là où j'ai rencontré Sia Style, qui était le DJ de Psychiatre. Et surtout, c'est là où j'ai compris que j'aimais les mots, les rimes et tout ça. Et j'étais en philo, je me rappelle, au lycée. Et mon prof, il disait, wow, super texte, les métaphores et tout. J'ai dit, ouais, d'accord, mais vous me mettez 2 sur 20. Pourquoi vous me dites c'est super, vous me mettez des 2, des 4? Mais dit, ouais, mais c'est hors sujet. Les métaphores, les punchlines, comme vous dites les jeunes, c'est bien, mais nous... Donc, du coup, chaque fois, j'essayais de trouver l'équilibre entre l'école, ma famille, la religion et la musique. D'accord, très bien. Et du coup, pour rester dans la thématique de la musique, tu disais que Ilias, Vince, c'était ton cousin, etc. Pourquoi avoir jeté vos dévolus sur Capo? Parce que il est plus jeune que vous. Et tu sais, très jeune. Dans les cités, justement, frérot, même s'il a 3 ans, c'est beaucoup. Mais oui, tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr. Tu restes pas avec nous, tu parles pas avec nous. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi vous avez décidé de le choisir, lui? Alors, pourquoi on a pris Capo? Déjà, de 1, comme je disais, c'est mon cousin. Il avait monté un groupe, parce que nous, on avait monté un groupe, il nous avait vu monter un groupe. Donc, lui, il a monté un groupe, mais son groupe, il n'était pas sérieux. Et je regarde Vince, je dis, t'es un Kassim, il a le style, hein, quand même. Il avait toujours les dernières paires de baskets. Il avait toujours le polo qu'il fallait. Je me rappelle une fois, il avait une salopette, il l'a portée comme Chris Cross. Ça veut dire attaché ici, pas attaché là. Et il marchait au quartier avec la casquette comme ça, bam, bam, bam. Et je disais, bon, il va ramener un peu de swag dans notre groupe. Et quand je suis parti le voir, j'ai dit, viens, mets-toi. Je lui ai même pas demandé, est-ce que tu veux? J'ai dit, mets-toi avec nous. Ah, c'est le petit. C'est le petit frère. J'ai dit, allez, maintenant, tu es avec nous. Ouais. Il s'est retourné, il nous a regardé, il a fait.
Ok, mais je veux pas être danseur, moi. Moi, je rappe direct. C'est lourd. Et maintenant, c'est devenu le capo des capos. C'est lourd, ça tue. On le salue au passage, les Capo. Ça tue. Et du coup, vous étiez dans votre grind. Nous, on a reçu Capo, encore une fois, il n'y a pas longtemps, qui nous disait que vous faisiez énormément de scènes, à tel point d'être repéré. Moi, je veux que tu me dises, c'était quoi le feeling quand AKH vous a appelé, parce que visiblement, vous étiez timoré, mais tout en sachant qu'il y avait plein de gens qui vous mettaient en garde. AKH, Chill, avait une mauvaise réputation, à savoir, c'est un carotteur. Comment, justement, vous avez pu comment dire, vous concerter et se dire, allez, on fonce quand même avec lui? Alors déjà, c'est important quand il y a un groupe comme Ayam, à cette époque-là, ils viennent te taper à la porte. C'est quand même Ayam. Bien sûr. C'est Akhenaton. C'est un truc de fou pour nous. C'est incroyable. Après, bien sûr, on entendait des rumeurs. Mais comme disait Personne Amsia, on ne peut pas juger quelqu'un quand tu ne le connais pas. Exact. Parce que la problématique, quand tu commences à être célèbre, on t'invente un milliard de trucs. Un milliard de trucs. Et même les personnes que, soi-disant, par exemple, certains membres de la FF, moi, je me rappelle, j'avais vu Laura Luciano de la Funky Family. J'avais dit, ouais, il y a Ayam, ils nous ont proposé. Et lui, comme c'est un très, très bon gars, avec un cœur comme ça, il est venu, il m'a dit, écoute, tout ce qu'il a dit qu'il allait faire, il a fait. Vas-y, allez-y, je vous jure, c'est un bon gars, c'est des bons gars, vous allez voir. J'ai dit, si lui, qui est en plein milieu, qui connaît, j'ai dit, et que si Asta, il nous dit, on n'a pas à avoir de doute. Et c'est vrai que nous, on n'a pas hésité 50 fois. Hein. On a dit, nous, on les a rencontrés, on a rencontré Akhenaton à un restaurant. Juste, on a parlé avec lui dans les yeux, nous, on regarde les yeux des gens. On a vu, c'était un bon gars. Et jusqu'à aujourd'hui, je te dis, c'était vraiment des rumeurs pourries. Parce que voilà, quand tu réussis, il y a toujours des gens qui essayent de dire n'importe quoi. Et c'était vraiment... C'est quelqu'un de bien. Il fait partie de ma famille. Et tu peux demander la même question à Londres, il va te dire la même chose. S'il n'y a pas Akhenaton, je ne suis pas là en train de faire 50 milliards d'interviews où je suis partout. On n'aurait pas eu le succès qu'on a eu. C'est grâce à lui. Même en dehors des groupes de Marseille, c'est grâce à un peu à Ayam et NTM et aussi à Assassin que toi, tu es là, tu peux faire des interviews. Et Ministère Amer. Et Ministère Amer. Eh oui, Sarcelles. Je suis obligé. Non, mais tu es obligé. Surtout que je connais beaucoup les membres de Sarcelles. Donc, du coup, je trouve que c'est important de rendre hommage à nos anciens, à ceux qui ont fait tout ça. C'est beau, mon frère. C'est beau ce que tu es en train de dire. C'est vraiment beau. Et du coup, quand tu as appris qu'il avait hypothéqué sa maison pour financer votre disque, justement, là, tu parles de fraternité. Ah, là, c'était trop loin. Dans le toucher. Hein. Parce qu'en fait, il croyait tellement en nous. Et surtout, comment t'expliquer? Parce qu'ils étaient partis demander des maisons de disques. C'est eux qui sont partis. Beaucoup de maisons de disques ne voulaient pas nous signer. Donc, ils se sont dit, mais eux, ils sont là, ils travaillent, on croit en eux. On les voit tous les jours en train de travailler leur premier album. Parce que notre premier album, on l'a travaillé longtemps. Et ils se sont dit, ben, regarde, on va essayer de trouver des financements pour pouvoir sortir leur disque. Et pour pouvoir sortir leur disque, il y a plein de papiers. À un moment donné, dans les papiers, il y a marqué hypothèque. Mais nous, on ne savait pas à cette époque-là. Nous, on était tout petits, tout jeunes, on était au studio, on enregistrait tous les jours, on avait la dalle. En plus, un premier album, c'est toujours un album où tu lâches tout. Tu lâches tout dedans, tu as la fougue et tout. Donc, on ne réfléchissait pas à combien ça coûte le studio, à combien ça coûte la promo, à tous ces trucs-là. Ça, moi, je l'ai commencé à le comprendre après. Donc, du coup, c'est plus tard qu'on a capté qu'ils avaient tout misé, que c'est eux-mêmes qui avaient, avec leurs amis, collé les affiches pour la promo. C'est eux-mêmes qui prenaient leurs amis d'enfance pour nous amener en voiture à Paris, pour nous faire la promo partout. Même, je me rappelle, il y en avait un qui nous faisait la promo à Paris, qui est un ami d'enfance d'Akhenaton. C'était la première fois qu'il montait à Paris. Et il était en voiture avec nous. Il nous faisait tout Paris pour faire toutes les promos, pour pouvoir dire aux gens que Psycha de la Rime existe et sort un album qui s'appelle Bloc Party. Donc, tu vois,
Il faut respecter les anciens. C'est beau ce que tu dis. Il faut respecter les anciens. On les salue tous, hein. On les salue Yes. tous. Et tu sais, comme je le disais à Capo, moi, je suis un grand fan, hein, des psychiatres, etc. Moi, je t'ai découvert clairement avec Block Party, hein. Yes. Tu te rappelles la chaîne Zik? Eh oui. Eh oui, eh oui. gars. La chaîne Zik, tu voyais tous les clips faits avec n'importe quelle caméra. Tu pouvais, c'était incroyable. Et bien sûr que je me rappelle très bien. Je voyais un Renoir fin. Il est en train de débiter avec un accent du Sud. Il est frais, il est truc, machin, etc. Moi, je veux que tu nous parles des premiers retours. Comment c'était? C'était quoi le feeling à cette époque-là, à Marseille? Parce que nous, on est Pas loin. pareil, c'est pas le même feeling. Quand on est sorti à Marseille, il se passait quelque chose. Parce qu'il y avait FF qui était au centre-ville, nous, on était au quartier nord. Et nous, le quartier nord, on voulait absolument faire connaître le rap du quartier nord. Parce que c'est pas la même vie, c'est pas la même mentalité, c'est encore autre chose. C'est vrai que les gens, dans leur tête, quand ils pensent Marseille, ils pensent directement accent. Mais il y a l'accent, mais c'est comme... bon, après, je l'ai compris après. C'est comme quand il y avait tu vois, Ministère amer, n'avait aucun rapport dans le style artistique ou même dans le mode de vie dans le quartier que NTM. Tu vois ce que je veux te dire? sûr, Eh bien ben, sûr. c'était pareil pour nous. Donc, on voulait absolument montrer que les quartiers nord existaient. Et le truc, c'est que à ce moment-là, il y avait un gros buzz qui montait parce que nous, on s'est fait connaître par la scène. Comme tu disais, Capo, il t'a bien expliqué, on faisait que des concerts partout. Avec les MJC, on gagnait des concours un peu partout. Jusqu'au jour où on a réussi à monter à Paris, à Mantes-la-Jolie. On avait gagné plein de concours et on fait un concert à Mantes-la-Jolie. Et je me rappelle, il y avait Deux Balles de Nègre, il y avait La Clica, c'était le concert de Roca, mais il avait ramené La Clica. Il y avait Expression Directe, on fait un big up parce que ce sont nos amis. Salut. Et Roca malade peut pas faire le concert. Du coup, c'est nous qu'on fait la première partie de Deux Balles de Nègre. Et on se retrouve sur scène à faire une première partie en plein Mantes-la-Jolie devant des artistes qu'on écoutait à la maison et tout. Et c'est à partir de là que ça a fait le contact à Paris qui nous a été relayé dans plein de médias à Paris, pam, 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 pam. Et que du coup, que notre buzz, il est monté un peu à Paris. Ah, c'est bien ça, c'est bien, frérot, Voilà. c'est bien. Et frérot, ce qui me fait plaisir chez toi, clairement, hein, et c'est que tu es tout le temps positif. Tu as tout le temps le sourire. Tu es toujours bien entouré. Moi, j'ai vu ici et là que justement, même dans ton cercle-là, c'est toujours les mêmes. Mathéo, tu l'as rencontré collège. au collège, Mathéo. Il y a Jamali, il y a Mèche qui est pas loin, il y a ta petite sœur qui est dans les parages, etc. Frère, est-ce que tout ça, justement, te permet de garder les pieds sur terre? Parce que, tu sais, généralement, après ces longues carrières, après ces péripéties, après des hauts et des bas, Ouais. parfois tu peux vriller, frère. Mais oui, c'est normal. Moi, je comprends les artistes qui vrillent ou même les sportifs qui vrillent quand ils ont des gros succès peut-être comme j'ai eu. Mais moi, mon truc de base que j'avais, même avant même de vraiment faire Psychiatre de la rime, c'était si je vais en haut, c'est avec mes potes ou rien. C'est avec en haut de l'affiche tout seul. Je crois même, je l'ai dit dans un morceau dans l'album Enfant de la Lune. J'ai dit être en haut de l'affiche tout seul, je m'en fiche. Je sais plus, je tiens un truc comme ça par rapport à une chanson d'Aznavour. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. J'avais fait une phase et j'essayais d'expliquer que moi, mon but, c'est de rester avec mes potes. Parce que j'avais peut-être compris très jeune que le but, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin. C'est bien. C'est tout ce que tu vas créer comme lien, ce que tu vas faire comme souvenir pendant le chemin qui va t'amener à un endroit. Et après, à chaque fois qu'on arrivait à un objectif, eh ben, je créais un autre objectif, pas pour l'objectif, pour un nouveau chemin avec les mêmes personnes. Parce que c'est ces gens-là qui vont être là à mon enterrement, c'est ces gens-là qui connaissent mes enfants, qui vont être les parents de mes enfants. Il n'y a que ça qui est vrai. Il n'y a que ça qui est réel. C'est très bien, franchement, c'est très bien cet élan de solidarité et d'amour même pour les tiens. Frangin, voilà, toi, tu as développé d'autres business. Street Skills, les gens, même les artistes marseillais, venaient te voir afin que tu puisses mettre sur ton site leurs projets, les distribuer un peu partout, etc. Mais est-ce que c'est pas un peu trop étouffant? Parce que clairement, toi, t'es foncièrement gentil.
Et malheureusement, et encore plus dans ce milieu-là, quand tu es dans cette machine-là, tu peux te faire broyer. Est-ce que toi, c'est des choses qui, parfois, t'ont porté préjudice? Ben, tu sais, souvent les gens ils me disent, ouais, Sopra est des gentils chantiers. C'est une qualité pour les gens. Moi, pour moi, c'est vrai, c'est une qualité, mais ça m'a souvent été un défaut parce que des fois, je sais pas dire non. Des fois, je me mets en galère alors que, parce que je veux que après, ma mère, elle est comme ça. C'est des caractères, ma mère, elle est comme ça. Mes frères et sœurs, ils sont comme ça aussi. Mais oui, des fois, ça m'a porté préjudice parce que il y a des choses que j'ai faites pour faire plaisir aux gens, pas pour, Mhm. alors que peut-être les gens ils comprenaient pas pourquoi il l'a fait, mais parce que je savais que si je le faisais pas, la personne ou les personnes allaient être en galère. Mais je regrette pas. Parce Mhm. que les gens après ils sont pas en galère et après c'est mon caractère. Je suis comme Bien, ça. Je suis bien, comme ça. bien. Après, par rapport au succès, moi je le dis souvent, je dis trop bon, trop con, mais gagne à la fin. Je trouve que c'est quand même une qualité de pouvoir. Après, moi, c'est ma religion qui m'a appris ça. Euh, le but d'une religion, les gens, ils sont là toujours à oublier le plus important, la gentillesse. C'est le bien. Le bien, ça commence par la gentillesse. Donc, du coup, le comportement et tout ce qui s'ensuit. C'est bien vrai. Mais et vis-à-vis de l'establishment, hein, je te parle des majors, je te parle de Mm. cette grosse industrie, etc. Tu penses qu'ils procèdent comme ça? Ah, moi, je suis bien entouré, tu vois. D'accord. Après, je crois en la baraka. À chaque fois que j'arrive Hmm. dans un bourbier, je sais pas pourquoi. Et à chaque fois, je sais pas pourquoi, le chemin, il bouge et j'avance. Mais je crois que c'est parce que c'est la foi. Bien sûr. Mais après, je suis bien entouré. Quand je dis bien entouré, ça veut dire que mes potes, que ce soit Mathéo, que ce soit Jamal, que ce soit Mej ou tous mes frères et tout, en fait, avec l'expérience qu'on a, on arrive à chaque fois, souvent on le dit avec toutes les sociétés qu'on a aujourd'hui, je dis, tout ce qu'on a appris dans la rue, eh ben, on le met aussi dans les sociétés avec quoi on travaille. Et on sait, on anticipe, on essaie de respecter les gens, on essaie de pas travailler avec des gens qui peut-être ne pensent qu'à l'argent. Tu vois, tous ces petits Mhm. trucs-là, parce que même si peut-être on gagnerait plus d'argent sur certains contrats ou certaines propositions qu'on nous fait, mais on ne sera pas bien. Et du coup, il y a plein de trucs avec beaucoup de zéros, même beaucoup, beaucoup, qu'on a refusé parce que ça collait pas avec mes principes, mes valeurs. Et il y a des fois, il y a des gens que les gens peut-être qui ont des... tu vois, par exemple, il y a des trucs que j'ai acceptés, que les gens peut-être ont une image très mauvaise de ça. Si je l'ai accepté en général, c'est parce que l'image que les gens ont n'est pas la vraie image. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple, les enfoirés, les restos du cœur. On va y venir. Tu vois, moi, quand je fais les restos du cœur, tout le monde, waouh, je suis parti, je regardais les enfoirés, je suis rentré, j'ai vu les vrais gens qui font les enfoirés. Gros, ils donnent à manger pour des gens. Moi, j'ai mangé. Je sais c'est quoi que les enfoirés, les restos du cœur viennent, nous amènent un caisson, tenez, ça c'est des lentilles, ça c'est des pâtes, ça c'est du riz, ça c'est des trucs, venez manger. Je connais ça. Et quand tu vas là-dedans et que tu parles avec les bénévoles, tu vois les présidents des gens là-bas, que tu racontes leur vie, je dis, hey, est-ce que c'est ma street crédibilité que je gamberge ou c'est Saïd, le bonhomme qui parle? Oui, je viens. Si ça peut aider, parce que ça aide vraiment des gens, j'y vais. Et c'est des trucs comme ça, tu as vu, qu'on prend, nous, moi je prends mes choix, mais je fais mes choix par rapport à ce que je ressens des gens, pas par rapport à ce que les gens pourraient croire, parce que souvent, ça peut être souvent faussé. Bien, 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 Yeah. bien. Non, c'est bien de nous le rappeler. C'est bien de nous le rappeler. Toujours poursuivre sur la thématique musicale, frérot. Ouais. Voilà, toi, tu as fait tes skills en indépendance, etc. Pourquoi avoir dit oui, pardon, à Antoine Bénichou quand il vous a appelé? Ah oui, ben Antoine, il est arrivé, il est descendu à Marseille. C'est la première maison de disque qui est venue nous voir. Il est descendu, il est venu, il a dit, moi je veux signer Sopra, est-ce qu'il y a possibilité? Nous au début on était là, on dit, ouais, mais on comprenait pas trop les maisons de disques parce qu'on avait fait pendant 2 albums avec les psychiatres en indépendant. Et moi j'avais monté Street Skills avec Mathéo Emej et Jamal. Et nous on était total indépendants. On faisait nos propres CD, on faisait nos propres affiches, nos propres pochettes, on vendait nous-mêmes à la main, on allait dans les snacks, on vendait. Donc du coup, les majors on connaissait pas trop. Mais il est venu,
il a parlé direct, il a dit le message que tu as, le fond que tu as dans tes textes, moi, ça me parle. C'est pour ça qu'on voudrait développer. Et nous, on a créé un label, comment ça s'appelle, la IMI, qui s'appelle Hostile. Hostile, c'est un truc légendaire pour Bien les gens sûr. qui connaissent le Bien sûr. hip-hop. Et il y aurait toi comme chef de file dans l'équipe et tu pourrais, tu pourrais développer encore plus. Au début, on était là, on était super touchés quand ils viennent nous voir, on était super contents. Et après, d'un coup, les maisons de disques sont arrivées dès qu'ils ont su que lui, il était arrivé. Et il y en a d'autres qui nous ont proposé même plus d'argent, peut-être. Mais non, on a dit non. On va là parce que Hostile, ben, ils connaissent l'urbain et aussi, ils peuvent m'ouvrir aussi. Parce que moi, j'avais déjà en tête, j'avais envie d'ouvrir un peu. Donc, du coup, ça collait pile poil. Et après, d'un coup, il y avait les Rof, il y avait les Jams, il y avait Youssoufa au début. Et du coup, je me rapprochais bien de cela. D'accord, très bien. Mais du coup, là, la grosse machine, les moyens, ça a permis aussi de faire entendre ta musique par beaucoup plus de personnes. Il y avait Ouais. une grosse machine derrière, etc. Mais c'était une période un peu bizarre parce que, voilà, toi, tu as découvert que à 16 ans que tu étais papa. Tu vois, Ouais. c'était une période délicate. Moi, j'écoute ton album, mais même cet album, j'ai du mal à le l'écouter. digérer parce que on sent le mal-être. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette époque, même si je sais que ça te fait pas forcément plaisir, mais si tu peux éveiller des consciences sur ça. Ben, en fait, quand j'ai fait Puisqu'il faut vivre, il faut revenir un peu en avant. Quand on fait l'album Enfant de la Lune, les gens qui connaissent un peu Psychiatre de la Rime, c'était l'album le plus triste qu'on a fait. L'album, tellement la pochette, elle est bleue, grise. Et c'est vrai que nous quatre, on avait pris le succès de Bloc Party en pleine figure. Alonso, lui, il était papa. Il avait, même si on était disque d'or et tout ce que tu veux, les gens croient souvent que quand tu es disque d'or, ça y est, tu es riche. Je me rappelle qu'il faisait la peinture il faisait des gages chez les gens. C'est ce qu'il disait. Voilà, et alors qu'il y avait son son qui passait à la radio et il devait aller acheter du lait pour le bébé. Tu vois? Moi aussi, j'avais des problèmes personnels qui arrivaient en pleine figure, mais j'étais tellement dans le rap, parce qu'heureusement, j'étais avec mes collègues, on avait monté Street Skills. Donc, du coup, pendant qu'on faisait Street Skills, je passais toutes les soirées à enregistrer 50 milliards de morceaux, j'en ai plein, dont un morceau qui a percé, qui s'appelle La Colombe. Mais je faisais que ça, enregistrer, pour oublier mes problèmes du quotidien. Et quand est arrivée ma signature, ben, je me suis marié là. Je me suis dit, j'ai failli faire une connerie des années juste un peu avant. Et je me suis dit, on va se soigner. Cet album-là, c'est l'album où je vais me soigner. On va arrêter les trucs mélancoliques, on va arrêter parce que ça fait souffrir toute ma famille, ça fait souffrir mes collègues. Parce que c'est cool d'écrire des chansons comme Une bouteille à la mer, où je dis, ouais, je suis comme ça. Les gens qui aiment le rap, ils disent, ouais, la punchline, la profondeur, nanana. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est les gens qui t'aiment pour de vrai, ils souffrent. Parce qu'ils se disent que tu n'es pas bien, que tu n'es pas si. Eux, ils sont inquiets, ils te cherchent, ils ne savent pas où tu es, ils ne savent pas si tu es malheureux, tu es malade, nanani. Et du coup, à travers cet album Bloc Party, j'ai tout lâché. Excuse-moi, Puisqu'il faut vivre. J'ai tout lâché dedans. Et c'était ma thérapie. Et justement, le concept, c'était Tony Soprano, il va voir sa psy, pour les gens qui connaissent la série Les Sopranos. Ça m'a soigné de tous ces problèmes que j'avais de mon adolescence et tout, voilà. Et du coup, après, on est arrivé aussi rayonnant que ton t-shirt. D'accord. Impeccable. Et l'album, succès commercial, Ouais, bastonné à la radio, ouais, bastonné en télé. Sopra la star. ouais. Alors, on a galéré un peu pour rentrer à la télé et certaines radios. Non, mais non, pas puisqu'il faut vivre. Hein. Écoute, à la bien, il y avait que Skyrock qui passait à la bien. Il y avait que Skyrock qui balançait nos morceaux. Mais par contre, à la télé, on avait les clips partout et on marchait partout, on faisait des concerts, c'était complet partout. Mais on avait encore des difficultés pour certains médias. Mais c'est bien. Non, mais c'est bien. Ok, très bien, très bien. Yes. Mais tu vois, encore une fois, et ça, je l'ai dit une nouvelle fois à Alonso, c'est que ce qui me fait plaisir chez vous, c'est que vraiment, vraiment, vous vous protégez. On sent ouais. vraiment les liens du sang. Tu sais, toi, voilà, tu parlais de dépression.
c'est sorti quand tu en as parlé. Comment dire, Alonso, il a eu des galères, il dit qu'il traînait beaucoup dans les bars, etc. C'est sorti quand il a décidé d'en parler, etc. D'où vous est venue cette protection? Tu sais, on a beaucoup d'exemples où des groupes split. Tu vois, chacun va de son côté, ça ne se parle plus. Alors, pas chez vous. C'est une très bonne question. On ne nous a jamais posé cette question. Moi, c'est mes frères. À la vie, à la mort. Ça veut dire, Alonso, malheureusement, il va à gauche. Et même si je ne suis pas d'accord que je veux aller à droite, j'irai à gauche. C'est comme ça. C'est nous, c'est notre mentalité, c'est notre façon de faire. On est ensemble, on a grandi ensemble, on a tout traversé ensemble, que ce soit avec les psychiatres ou même avec tout ce qui est Street Skills, qui est devenu OnlyPro pour les gens qui connaissent OnlyPro. Mais moi, c'est ma famille, on est ensemble. Quand il y a des gens qui s'embrouillent avec Vince, malheureusement, j'essaie d'arranger au début, mais si je vois que ça ne s'arrange pas, je suis avec Vince. Si à Londres, il y a des gens qui disent, j'essaie d'arranger au début, si je vois que ça ne s'arrange pas, je suis avec Alonso. C'est comme ça. Nous, on a grandi comme ça, c'est notre mentalité. C'est notre mentalité de quartier, c'est notre mentalité de sang, notre mentalité de... Et le groupe aussi, il y a un truc, c'est que nos parents, ils se connaissent. C'est déjà différent. On n'est pas un groupe qui a été formé comme ça. Moi, mon père, quand il habitait à Madagascar, chez les parents d'Alonso. Tu vois, les parents de Vincenzo, c'est mon père qui a présenté la mère de Vincenzo à son père. La mère de Vincenzo, c'est ma mère qui l'a accueillie quand qu'elle arrivait en France, et c'est la sœur, c'est sa grand-mère, la sœur de sa grand-mère. Gros, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alonso, Vince, ça veut dire le jour de ma mort, ils seront là à côté quand on va me laver. Tu vois, c'est comme ça. C'est comme ça. Ils savent que je les aime. Je sais qu'ils n'ont pas besoin de trop le dire, qu'ils sont avec moi. S'il y a quelque chose que je dois garder pour eux, je le garde. Si eux doivent garder, on garde. C'est comme ça. C'est beau, frère. C'est comme ça. C'est beau, c'est beau. Et tu vois, comment justement, tout à l'heure, tu parlais des enfoirés, etc. Tout à l'heure, tu souriais dans la présentation quand j'ai dit la méga star. Mais c'est vrai. Comment ils t'accueillent, ils voient un petit Renoir qui vient avec la marque du soujou d'ici. Je suis obligé, frère. Mais oui. Il est là. Il représente les quartiers nord. Il représente une minorité. Et tu vois ce que je veux dire? Comment on t'accueille, justement? Raconte-nous, parce que nous, finalement, les stores sont baissés. Tu vois ce que je veux dire? Et toi qui es à l'intérieur de ce move-là, dois parler. Doit parler. En fait, tu sais, contrairement après, moi, c'est une personne qui est venue me chercher. Il s'appelle Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, c'est un mec à part. Il n'est pas comme les autres. Je te le dis, il n'est pas comme les autres. Tu vois, tu peux le voir à Marseille, au marché, en train d'acheter du poivron et des salades, frère. Ou sinon, avec un vélo, avec la selle où il y a des scotch, il a toutes les valeurs que nous, avec lesquels on a grandi. Il n'est pas dans le star system, il n'est pas dans tout ça. Et quand lui arrive avec ses amis qui travaillent sur les restos, qui viennent me voir et qui me parlent et qui me disent Sopra, voilà, on aimerait bien que tu viennes nous aider aux enfoirés pour que les jeunes puissent venir aider aussi à améliorer la vie de ceux qui n'ont pas les moyens. Ils ne sont pas venus, viens faire ta promo, là tu es aux enfoirés, ça veut dire qu'aujourd'hui tu es une méga star. Lui, il a commencé avec ces phrases-là. Je fais, hey. Je commence à parler un peu avec lui et ses amis. Je vois, surtout lui, c'est un vrai gars. T'as vu quand on dit, il y a des gens qu'on dit c'est des vrais gars. Lui, c'est des vrais gars. Après, je peux pas, moi, j'aime pas généraliser les choses. Je suis parti là-bas, je suis parti regarder, j'ai vu les bénévoles me raconter leur vie. Tu sais, nous, on habite à tel endroit. Voilà, ma vie, j'étais SDF. Je suis parti, j'ai aidé là-bas, j'ai fait ci, ça. C'est tout ce qu'on disait dans le rap. Quand on disait dans le rap, il y a des gens qui sont en galère. On parlait pour ces gens-là.
On disait, ouais, il y a des gens dans les quartiers qui habitent dans des endroits insalubres. C'était ce qu'on disait on dit dans le rap. Ben, je les ai rencontrés, ils n'étaient pas que noirs, ils n'étaient pas que arabes. Ils étaient tout. Ça veut dire qu'il y avait des Chinois, des tout. Et du coup, ça m'a beaucoup parlé. Et quand je suis arrivé là-bas, j'étais en mode, je viens les aider. Donc, à part mettre une jupe pour faire ça, je ne leur ai dit jamais de la vie. Et ça, c'est pas pour moi les déguisements comme ça. Oui. Mais le reste, je suis là. C'est Saïd qui vient. C'est pas Soprano. C'est Saïd. Vous utiliserez Soprano, mais c'est Saïd qui vient. Et ils m'ont accueilli comme ça. Et du coup, je fais mon job. Les autres, ils font leur job. Moi, je fais mon job. Quand j'ai fini mon job là-bas, hop, je monte dans ma chambre, j'écris des morceaux. Et le lendemain matin, on reprend le bus et on va faire le job. On essaie de donner le sourire, donner la force à ceux qui comme beaucoup de jeunes de quartier, ont bénéficié des Restos du Cœur. Ah, bon. Voilà. Mais par rapport à ce que tu dis, là où moi je suis fier, c'est plus The Voice. Mhm. Parce que The Voice, quand tu es sur le plateau de The Voice, noir, issu des quartiers urbains, avec le soujoud, The Voice, c'est pas comme c'est pas humanitaire comme les Restos du Cœur. Ça c'est la lumière, quoi. Tu vois, même dans le monde entier, ils me connaissent parce que j'ai fait The Voice, pas parce que je suis soprano qui cartonne en France, tu vois. Ça, c'était ma plus grosse fierté. Quand je voyais des mecs qui venaient me choisir à moi parce qu'ils disaient « Je choisis Sopran Baba de la psychiatre ». Je fais « Oh, tu connais Sopran Baba de la psychiatre, tu connais pas Soprano qui a fait le clown ou qui a fait... Tu connais Sopran Baba ». Et là, j'ai dit « Le rap, il a pris de la force. La musique urbaine, il a pris de la force. » C'est à The Voice que j'ai vu. Parce qu'au début, quand j'étais assis à Voice Adulte, j'ai dit « Bon, on est là, mais est-ce que... » Et en fait, non. J'ai été légitime parce que le rap est légitime dans la société française aujourd'hui. Le rap, aujourd'hui, est la musique numéro 1. Donc, quand j'étais là et que j'étais là avec mon soujoud, parce que tu m'as fait rire quand tu as dit ça, j'étais là et je dis, voilà, on y est. J'ai pas dit, j'y suis. J'ai dit, on y est. Bien. Maintenant, on va se battre pour montrer comportement. On va pas pleurer en disant, ah, non. On va montrer, on va faire le boulot. Comme des mecs comme Omar Sy font le boulot. Bien Il n'est sûr. pas tous les jours à dire je suis musulman, je suis noir. Non, non, non. Il fait le boulot jusqu'à être chez les X-Men. Faut respecter. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, frère. Et puis justement, aujourd'hui, tu sais, c'est tellement dur de passer du tout au tout, à savoir, tu étais un rappeur qui venait du gutter. Ça veut dire du fond de la casse, tu vois ce que je veux dire? Tu étais un rappeur qui venait du ghetto, etc. Aujourd'hui, tu fais des sons beaucoup plus populaires, beaucoup Ouais. plus ouverts, etc. Tu sais, il y a pas beaucoup d'artistes qui peuvent se dire d'avoir réussi à faire ça. Moi, clairement, l'exemple qui me vient en tête en te disant ça, je pense à Snoop. Oui. Tu sais, Snoop, tu peux le voir, il est là avec Katy Perry. Ouais. De l'autre côté, tu peux le retrouver Ah, mes en train de beaux-parents, percer. mes beaux-parents, ils connaissent Snoop. Tu vois ce que je veux oui, dire? oui, oui, Et aujourd'hui, justement, C'est vrai. c'est un luxe. Ça te fait pas kiffer de jongler sur tous les tableaux, finalement, en étant toi-même, tout Mais en oui. sachant qu'il y en a plein qui se sont brûlés les ailes en faisant ça. Ouais. Bah après, bien sûr, moi, je suis super fier de pouvoir faire ça. Parce que déjà, de un, souvent, dans la tête des gens, quand tu viens du quartier, les gens, ils nous mettent dans des cases, ils croient qu'on n'aime pas Balavoine, on n'aime pas écouter les morceaux de funk, on n'aime pas les morceaux... Oh, on a écouté tout. On écoute la musique afro-américaine comme la musique afro-africaine, Bien sûr. comme la variété française, on n'est pas fou. Et le fait aussi de pouvoir montrer aussi que un jeune des quartiers, il sait un peu chanter aussi. Il sait un peu faire... Moi, tu sais, lui que j'admire, c'est Stromae. Stromae, il a montré au monde qu'un métis pouvait être un génie. Pourquoi nous, on ne peut pas montrer qu'on arrive à composer, écrire, rapper, chanter, faire de la télé? Pourquoi on ne peut pas montrer tout ça? On est condamné à pouvoir montrer que quand on sait faire du rap ou du football. Pourquoi on peut faire que du rap et du football? C'est ça le truc que moi j'ai voulu casser. Ça veut dire que je pouvais être à côté de Patrick Fiori, avec ma casquette de travers, j'étais Saïd. Le même Saïd qui peut être avec Gradure quand il va faire Venga Venga, ou avec Zamdan pour faire Soprano n'existe pas, c'est Saïd. Pourquoi on peut être que dans une case? Pourquoi la société a tout fait pour que dans ta tête, tu te dis un jeune des quartiers ne peut pas sortir de là? Non.
moi, j'ai toujours dit avec mes potes, on va casser. Après, pas tout le monde y peut, comme tu as dit. Mais tu vois, par exemple, un mec comme Gims, il a le talent de chanter. Ah non, tu chantes pas, frère. Non, tu dois rester avec nous dans le rap, frère. Ah non, mon frère. Bien sûr. Chante, tu as un talent. Montre-leur que tu peux casser les codes qu'ils nous ont mis depuis des années en disant, nous, noirs jeunes des cités, avec le soujoud, vous pouvez rester que là. Vous pouvez pas aller autre part que là. Et ils nous ont fait croire même que quand il y en a un qui sort de là, c'est un traître. Ça les arrange, tu vois. Non, mon frère, il faut casser, faut ouvrir. Et les premiers qui m'ont appris ça, c'est pas parce que tu es de Sarcelles, c'était Kenzie. Quand il parlait, moi j'étais petit, je voyais qu'il commençait à dire, il faut qu'on montre qu'on a quelque chose là. C'est dans le comportement qu'on va montrer, qu'on va faire les choses. Il faut rien attendre des gens extérieurs. C'est nous, on se construit. Bien. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te dire. Totalement. C'est trop important. On est là à se pointer. La politique. Oui, fais-toi. Bien. Tu vois, et ça, c'est des mecs comme Kenzie, Akhenaton, ou même Cool Chain, quand je les entendais parler, ils m'ont réveillé, tu vois, ils nous ont éveillés, pas qu'à moi, avec mes amis, pour qu'on puisse aller le plus loin possible. Et c'est comme quand on a dit les stades. J'ai dit, pourquoi il n'y a que Mylène Farmer et Johnny? À l'heure actuelle, je vends plus de disques que Mylène Farmer. Pourquoi on ne peut pas? Parce qu'on est noir? Parce qu'on vient des quartiers? Donc là, on a lancé les stades. Frangin, justement, même, je vois, toi, tu es là avec la nouvelle génération. Tout à l'heure, tu parlais de Zamdan, tu parlais de Gradure, etc. J'ai l'impression que ça te fait du bien même de côtoyer, de te confronter à cette jeune, aux young gunners, comme j'aime bien les appeler. C'est vrai, ça? Moi, j'adore. J'adore. Parce que, déjà, de un, ils sont toujours frais. Un mec comme Zamdan, par exemple, il a une plume. Tu te dis, mais tu as quel âge, frère? Après, il te raconte sa vie, tu comprends qu'il a vécu beaucoup de choses, donc tu comprends le poids des mots et de la profondeur de ses textes. Mais moi, j'aime bien parce que tout le monde a envie. Par exemple, en ce moment, il y a un petit jeune à Marseille que moi j'aime beaucoup, il s'appelle Hachim. Ses textes, tu es là, tu dis, oh, ça fait kiffer, ça fait kiffer. Donc, j'aime bien faire des morceaux avec les générations qu'ils essayent de ramener, plein de leur style, plein de leur angle de vue. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'accord, c'est très bien. Moi, je veux, là, voilà, il y a maintenant 2 ans, il y a Tonton Omar qui est parti, paix à son âme. Moi-même, je te parle de ça parce que mon père est parti il y a 2 ans et également de la même chose. Ouais. Voilà, paix à leur âme. Ouais, exactement. Comment justement, parce que de par ton statut familial, tu as toujours été, enfin, t'es l'aîné, hein, justement, Ouais. et puis t'es l'aîné qui, je l'imagine bien, prend soin des frères et sœurs et de la famille, même de manière générale. Mais comment toi, tu as encaissé cette douleur? Comment tu as fait justement pour rabattre les cartes? Et raconte-moi tout simplement. Moi, j'étais dans l'avion quand j'ai appris que mon père il était parti. Et quand je l'ai appris, l'avion, les médias le savaient déjà. Malheureusement, quand tu es connu, il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Et j'étais dans l'avion. Sur le coup, il y a eu la tristesse qui est arrivée. Après, direct, parce qu'il y avait mes sœurs qui étaient dans l'avion à côté de moi, je me suis dit, faut être fort. Parce que là, on va arriver. Ça va être compliqué. On est en période de Covid, les autorisations, comment ça s'appelle, les trucs sanitaires, le pays. Quand tu arrives aux Comores, c'est pas pareil. Moi, quand j'arrive aux Comores, ça veut dire il y a les militaires, il y a trop de gens. C'est compliqué pour moi quand j'arrive aux Comores. Donc, du coup, je pouvais pas faire subir tout ça à mes sœurs. Et après, je me suis dit, c'est moi le grand frère maintenant. Bon, j'ai toujours été le grand frère, mais c'est moi un peu Oui, l'homme de bien la sûr. maison. Ça veut dire c'est moi qui va porter tout ça. C'est moi qui va prendre les décisions. Donc, je me dois d'être fort pour eux. Donc, du coup, dès qu'on est descendu de l'avion, j'ai pris tout en main. C'était pas facile parce que quand tu arrives aux Comores pour enterrer ton père et que tu vois tout le monde qui sort les téléphones pour te filmer, on était en direct live sur Facebook. Je savais pas, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Je suis en train d'enterrer mon père. Et du coup, il fallait tenir sur ça, prendre sur soi, avancer, s'occuper de tout le monde parce que j'étais Saïd, mais j'étais aussi soprano en même temps. Donc, il fallait gérer tout ça. Mais comme avec mes frères et sœurs, on est très, très liés.
on se soutient grave. Et pour revenir aussi sur ce que tu disais avant, mes amis aussi, c'est comme mes frères. Donc, du coup, ils m'ont beaucoup soutenu. Comme moi, j'étais là pour eux quand ils ont perdu leurs proches, ben, ils étaient là pour moi aussi. Donc, du coup, j'ai réussi à porter tout ça et à réorganiser avec mes frères et sœurs pour que tout se passe bien, pour qu'on puisse faire un bon enterrement et qu'on puisse gérer la suite par rapport à ce que mon père avait laissé. Mhm. Voilà. Et c'est quoi les dernières paroles, ou du moins le dernier échange que tu as eu avec ton père? Ben, le dernier Qu'est-ce qu'il te échange, disait sur justement l'homme accompli que tu es? ben, mon père, il était content, il était fier, hein. On était la dernière fois, le dernier truc qu'il a vu, la dernière fois que je l'ai vu, ben, il était à l'hôpital. On avait fait des vidéos de nos enfants, en fait. On l'a tous fait des vidéos de nos enfants. Il l'a vu, il rigolait. Il était pas bien. Bon, toi-même, tu sais comment Bien sûr, comment il bien était. sûr, Donc, bien sûr. tu vois, il était pas bien. Donc, du coup, il était content parce qu'il voyait ses petits-enfants et tout. Et ça, c'est la dernière image que moi j'ai. Mais par rapport à moi, par rapport à mon travail, il était venu quand on avait fait le musée Grévin. Et le musée Grévin, il a halluciné en fait. Il s'est dit, oh, mon fils, il va rester dans l'histoire. Il y a des gens, ils ont fait une statue. Dans 100 ans, si le musée il est encore là, ben, il est là. Et il devenait fou. Et il y avait Nikos. Nikos, il était venu, il a pris le micro, il a fait un discours. Et il parlait par rapport à moi. Et mon père, il avait les frissons. Il est parti choper Nikos à côté. Il a dit, jamais quelqu'un, il a parlé de mon fils comme ça. Je vous remercie jusqu'à la fin de ma vie. Je vous remercie. Jamais quelqu'un il a parlé de... Jamais j'ai été aussi fier de ce que mon fils est par rapport à ce que vous venez de dire. Donc, je pense que ça, c'est les dernières fois, parce qu'après, il est parti au Comores, après, je l'ai plus revu. Mais c'était vers les dernières fois. Voilà. En tout cas, il peut être fier de ce que tu es, l'homme que tu es. En tout Ah, cas, comme nous, on est fiers de nos darons. Et maintenant, avec l'âge, on se dit, comment ils ont fait à porter tout ça? Et toujours debout comme ça. Nous, on se plaint dès qu'on casse un ongle. Eux, ils ont porté tout ça dans un pays où ils ne parlaient pas la langue. c'est vrai, Ils ont traversé tout ça, donc c'est vrai. faut les honorer. C'est bien. Et c'est ce qu'on essaye de faire, hein. C'est ce qu'on Oui, essaye oui, de oui. faire. Et voilà, moi, je voudrais que tu nous mettes en alerte aussi sur les quartiers nord, sur les quartiers, les laissés pour compte, hein, vraiment. Tu sais, je parlais encore une fois avec Alonso. Bon, je vais arrêter le name dropping, mais il me disait qu'il y avait des endroits que tu voyais à Marseille, tu flippais, Ben tellement oui. c'était pauvre. Mais oui. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux que tu nous mettes en alerte parce qu'encore une fois, pour nous, c'est un petit peu abstrait. Ouais, ouais. Ben, Marseille, tu as vu, il y a les beaux côtés de Marseille. Il y a les beaux côtés, bien sûr. Tu vas à la Corniche, c'est magnifique. Après, contrairement aux médias qui aiment bien dire que c'est violent, bam, 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 oui, c'est violent comme dans tous les quartiers de France. Il y a des quartiers beaucoup plus violents. C'est juste que Marseille, quand il se passe quelque chose à Marseille, c'est amplifié par 1 milliard. Mais par contre, ce qu'on ne peut pas nier, c'est la pauvreté dans certains quartiers. Il y a des quartiers, tu rentres, tu ne peux pas croire qu'on est en Europe, pays occidental, où l'évolution, il y a des familles, ils vivent dans des situations, tu es là, tu dis, c'est dur. Tu vas à Félix Piat, Parc Bellevue, le quartier de la Guérimafia, tu te dis, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible tu te dis, c'est pas possible de vivre comme ça. L'eau chaude qui est là une fois par mois ou des trucs comme ça, où tu vois que les gens jettent leurs poubelles par leur fenêtre. Tu vois, il y a des familles qui... Nous, quand on était plus jeunes, même si c'était quand même pas facile, mais on avait quand même des subventions qui permettaient aux grands du quartier de nous faire sortir du quartier, de nous amener faire découvrir d'autres choses, tu vois. Là, il y a des petits, ils sont abandonnés. Il y a des quartiers tellement, tu crois que c'est les favelas, les petits, ils ont les yeux rouges, ils sont comme ça, ils t'attendent comme ça, ils te fouillent avant de rentrer dans un quartier. Et là, tu te dis, ah ouais, on est arrivé à ce stade-là. C'est un peu malheureux parce qu'on aurait aimé que ça évolue. Moi, je me rappelle des premiers textes de IAM ou d'NTM ou même
de ministère amer, il disait, comment ça s'appelle, court plus vite que les balles. De cette époque-là à aujourd'hui, ben, on y est encore, ou c'est même empiré. J'aurais cru qu'on aurait pu évoluer, mais dans certains quartiers, ça a empiré. Il y a eu, socialement, il y a un creux entre deux populations. Mhm. C'est malheureux. Et toi aujourd'hui, parce que encore une fois, tu représentes quelque chose, hein, de par ta carrière, ton statut, etc. Est-ce que tu as déjà été approché justement par des gens au pouvoir, que ce soit le président même ou des ministres, pour essayer de faire quelque chose justement pour ces gens que les gens ne veulent pas entendre, ne veulent pas voir, ne veulent pas écouter? Tous les jours. Tous les jours. Mais c'est pas que je suis pas la politique, mais je suis apolitique. Ça veut dire que ce soit même en Afrique, c'est pareil, même en France, parce que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué dès que tu touches à quelqu'un de la politique, tout ce qu'il a fait est sur toi. Ça veut dire que tu peux pas, moi je connais pas les gens, je sais pas ce qu'ils font. Donc c'est compliqué de pouvoir se coller ou être affiché avec quelqu'un de politique. Une fois, ça m'est arrivé et gentiment, on a essayé de faire comprendre que non, nous, on fait de la musique. Ça t'est Sociale. arrivé, tu peux en parler? C'est déjà arrivé parce qu'il y avait une fois, on a pris une photo et après, il y avait marqué on soutient, Soprano soutient. Moi, je dis non, moi, je ne suis pas dans ça. Moi. Donc, du coup, la personne a été super gentille, elle a enlevé. Et depuis, à chaque fois, nous, on fait comprendre à tout le monde. Ben, il y a des députés maintenant qui sont plus dans la politique ou d'autres qui sont encore là, qui ont compris, qui me demandent plus rien, qui vont doucement. Quand ils viennent me voir, ils me disent on est juste venu voir le concert, on veut pas de photos, nanani, nana, ils ont compris. Parce que je pense que pour moi, ma force, elle est d'expliquer ce qui se passe dans les quartiers, de peut-être donner de la force aux jeunes qui sont dans le quartier, montrer comment on peut entreprendre des choses, être inspiré, peut-être inspiré, mais faire de la politique, trop dangereux pour un artiste. Bien sûr. Trop, trop dangereux. Et tu sais, les gens voient la France, mais gros, je suis comorien, je suis africain aussi. Donc ça veut dire c'est pareil en Afrique. Il y a trop de choses à défendre. Il faut faire attention. Il faut montrer que nous, on est là pour le peuple, pour donner de la musique au peuple, pour ouvrir l'esprit, mais aussi pour les divertir, pour les évader. On n'est pas venu pour faire de la politique. C'est trop compliqué, la politique. Il y a des gens qui sont partis à l'école pour ça. Il y a des gens, et en plus, avec les réseaux sociaux, ça va trop loin. Donc, je reste dans mon cadre d'artiste. Très bien, très bien, très bien. Et je suppose qu'au Comores, c'est décuplé. C'est Ah pire. bah oui, aux Comores, c'est compliqué parce que moi, j'aime trop les Comores. Moi, les Comores, c'est... Et très tôt, dès que j'ai compris que quand même qu'on avait un gros impact avec les psychiatres aux Comores, je me suis dit, je ne vais pas me concentrer sur 1 milliard de choses. Ça ne sert à rien de vouloir faire 50 trucs. Je vais me concentrer que sur les hôpitaux et les enfants aux Comores. Je ne vais pas essayer de faire changer, je ne sais pas faire. Et en plus, pour faire bien les choses, il vaut mieux se concentrer sur une chose que tu fais régulièrement et que tu améliores pour que ceux qui bénéficient de ton aide puissent pérenniser ça pendant des années et des années. Donc, du coup, moi, j'ai monté ma fondation, la Fondation Soprano. On envoie des ambulances et des matériels médicaux et scolaires 3 fois par an dans des gros conteneurs et on les distribue le jour même dans des villages qui ne savent pas qu'on va arriver. Ça veut dire on fait la surprise. Le truc, il arrive, on a sorti du conteneur, hop, on va à tel village, on va à tel hôpital, on y va, pam, on arrive, on amène. Comme ça, il n'y a pas de trucs politiques ou quelque chose. Vraiment, on le fait pour eux. Même presque, s'ils disent même pas que c'est nous qu'on l'a fait, il n'y a pas de problème, nous on s'en fout. Mais je trouve que c'est plus... Ça aide plus. Ça aide plus. Après, il y a des politiques qui essayent de faire leur boulot. Il y en a qui essayent de le faire bien, d'autres qui essayent de le faire avec du vice. Il y a d'autres qui essayent d'avoir une carrière. Bon, voilà. Non, mais c'est très bien. Et justement, parfois,
c'est rare, mais faut quand même le souligner, il y a pas mal de coups de gueule. En 2009, Air Yemenia, tu t'es levé justement pour... t'as été scandalisé justement par leur agissement. Est-ce que déjà tu peux nous, pour celles et ceux qui ignorent ce qui s'est tragiquement passé, rappeler les faits, s'il te plaît? Mais il y avait un avion en 2009 qui partait de France qui s'appelle c'est Air Yemenia qui n'existe plus aujourd'hui. Mais ça fait des années que nos parents, nos tontons, ils disaient l'avion, il y a un problème, les chaises ils bougent, le truc il bouge, ils se plaignaient depuis des années. Et un jour, le pire arriva. L'avion se crache au bord des côtes des Comoriennes. Et sur, je ne veux pas dire de conneries, 147 voyageurs, ben, il y a une survivante qui s'appelle Baya. C'est la seule survivante, tous morts. Et du coup, c'était incroyable de voir que après le crash, ça continue à faire des vols avec. Donc, nous, ça nous avait beaucoup marqué parce qu'on a perdu des amis. Et la communauté comorienne a été beaucoup frappée. La communauté comorienne est très gentille, très indulgente, elle pardonne. Mais là, cette fois, on ne pouvait pas. C'était pas possible. Donc, c'est vrai que là, c'était quand même important. C'était le moment où on devait se serrer les coudes pour pouvoir faire changer les choses. Et c'est très bien. Et ça, c'était vraiment remarquable. Cet élan de solidarité. Et penser aux disparus, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Tout le temps, on n'oublie pas. Surtout. Voilà, encore une fois, c'est toujours dans cette thématique du social, etc. Tu prêtes tout le temps ton image, mais tu as toujours dit que tu as été aussi inspiré par Magic System, parce que tu voyais Asalfo, comment il se démenait au bled, le poids qu'il avait, etc. Et ça, c'est beau, justement, de saluer ça et de mettre en lumière. C'est obligé, Asalfo, c'est ambassadeur. Moi, je l'appelle l'ambassadeur. Comment ça s'appelle? On fait le morceau avec Magic System qui s'appelle Chéri Coco. Ouais. Le morceau était un gros carton. Même moi, je crois que c'est la première fois que je me retrouve au Energy Music Awards. J'étais là, je regardais partout. Pourtant, je me rappelle, quand Chéri Coco est sorti, il y avait Hiro qui était numéro 1 partout, mais j'étais nommé pas dans rien. Mais celui-là, on arrive et Asalfo m'appelle et me dit « Je fais un festival tous les ans en Côte d'Ivoire dans mon village de naissance qui s'appelle Anoumambo. Et on aimerait bien que tu sois la tête d'affiche, que tu viennes chanter. » J'ai dit « Bien sûr, on arrive. Mais c'est quoi votre festival ?» Il me dit « En fait, tous les fonds de ce festival, en fait, on fait des écoles et des hôpitaux. » Je fais « Hein ?» J'arrive là-bas. En fait, ils avaient fait une école avec 3 classes, 4 classes au début, parce que maintenant, il y en a plus. Et c'est moi qui coupe et qui inaugure ça. Et je voyais un groupe qui, pour nous, chantait que des chansons pour l'été, pour nous faire danser dans les mariages. Donc, ça veut dire, dans notre tête, pas très engagés, mais plus engagés que ceux qui pouvaient peut-être très engagés dans leur morceau. Et j'étais là, j'ai fait, oh, j'ai eu une claque. J'ai dit, moi, qu'est-ce que je fais? Regarde, eux, ils sont là tous les ans dans leur ancien village. Ils ont monté des écoles, ramené du matériel médical. Et là, je suis reparti encore là-bas. Il y a une classe qui s'appelle Soprano, tellement. Oh. C'est un truc de fou. Ils ont ouvert CP, ils ont ouvert primaire, crèche, bibliothèque, tac, 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 tout ça en 5 ans, 6, 7 ans. J'ai dit, mais c'est ça le vrai truc. C'est pour ça que je disais, oui, la politique, moi, je ne m'y connais pas, je ne veux pas faire de la politique. Mais ça, je peux le faire, ça. Tu vois, ça, je peux le faire. Et en plus, le pire, c'est que je gagne assez d'argent pour ne pas demander de l'argent aux gens. Je ne suis pas là pour demander de l'argent aux gens. Moi, juste, je cherche des partenaires qui peuvent nous amener des cahiers, qui peuvent nous amener des ambulances, et on en a trouvé. Des gens qui peuvent nous remplir des conteneurs pour qu'on puisse les envoyer. Je ne demande pas de l'argent, je le mets de ma poche, moi. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on a réussi à pérenniser un cheminement grâce à Magic System qui m'ont inspiré. Un cheminement qui peut amener à aider quelques hôpitaux, quelques enfants et quelques infirmières aux Comores. Voilà. C'est un gros travail, c'est pas facile. Hein. C'est bien. Mais... C'est bien. Et justement, nous-mêmes qui sommes les jeunes frères
eh ben, sommes totalement inspirés par ce genre d'action, frère. Ah. Et on les salue également au passage. C'est très beau. Ah, ce ça qu'ils le font, faut, très deep. ambassadeur. Mais en plus, justement, dans le clip, on t'a vu danser avec Ah eux. oui. Il était bon le son. Hein. Ouais, le morceau, il est Il était bon le son. Jusqu'à maintenant, je le fais sur scène. Jusqu'à Mais maintenant, je celui-là. vais venir voir ça. Ah oui, en plus, nous, sur scène, sur ce morceau, il y a mes musiciens, c'est 2 Italiens. Oh, ok. Et mes 2 Italiens qui jouent la guitare comme des Congolais. Tu es là, tu dis, mais comment ils font? Et donc, à un moment donné, ils jouent. Oh là là, tu es obligé de danser. Je vais voir ça, on va me laisser, on va me laisser. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Et Sopra, comment tes enfants voient l'homme que tu es aujourd'hui? Parce qu'encore une fois, tu fais office, c'est pas mauvais quand je le dis, mais de gendre idéal. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que toi, t'es le mec qui ne peut pas s'énerver. T'es le mec qui ne peut pas te pousser de coups de gueule. Comment justement t'arrives à jongler avec l'image que tu véhicules? C'est pas facile. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Ouais. C'est... j'essaie de protéger les miens, en fait. Le fait de me dire je protège les miens, ça m'aide à calmer, comme on dit, le nafs. Ouais. Tu vois? Ouais. C'est de pas être... Après, je suis de caractère très calme et de caractère pas très impulsif. Avant, j'étais très impulsif. Bah oui, je te voyais dans les DVD Clash, tout Mais ça. oui, Tu te j'étais rappelles? très, très impulsif. Mais dès que les enfants ils sont arrivés, je suis devenu moins impulsif parce que je me suis dit, les enfants, et je suis pas parfait, mais j'essaye de faire des efforts. Quand je fais une erreur, je suis là, je fais putain, là j'ai fait une erreur. Mais comment on avance, comment on répare, Et j'ai cette réflexion de toujours essayer de me remettre en question et de gérer mes émotions. Parce que quand même, il faut protéger les enfants. Moi, j'aime bien quand je suis content, quand je marche dans la rue, mes enfants marchent dans la rue, on dit, ton père, on l'aime bien. Je ne veux pas qu'on dise, quand il marche dans la rue, ton père, il fait trop le mac, ou je ne sais pas quoi, nanana. Mes enfants ou mes frères et sœurs, il faut que quand ils marchent dans la rue, ils soient tranquilles. Parce que je leur impose une célébrité qu'ils n'ont pas demandé. Exact. Donc, je ne peux pas... Je dois faire attention à ce que je dis. Après, il y a aussi ma couleur de peau. Je ne peux pas dire n'importe quoi partout. Il faut gérer. Parce que ça a des conséquences quand tu es connu comme je suis connu, qui font que ça peut blesser des gens, ça peut mettre en porte-à-faux des gens. Il n'y a pas que ça que je défends. Ma religion. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais J'ai dit, gros, je défends trop de choses. Je défends ma couleur de peau, le côté familial, la religion. La religion, aujourd'hui, c'est compliqué. Même chez dans ta propre communauté religieuse, on n'est pas d'accord. On peut se disputer pour un tweet, pour un truc mal compris de la religion. Il y a des gens, ils n'ont même pas la même définition de ce qu'est la religion. Ou autre chose, il y a le hip-hop. Pas tout le monde a la même définition du hip-hop. Par exemple, ouais, mais c'est trop variété. Ah, l'autre, il fait du zumba. L'autre, il fait ci. Gros, personne n'a la même définition de ce qu'est le hip-hop. C'est qu'une histoire de génération. Donc, tous ces trucs-là, le fait de savoir tout ça, je prends beaucoup de recul à chaque fois. Et quand c'est vraiment important et que je pense que ça peut changer les choses, c'est là où j'appuie. Ou sinon, je fais toutes les choses dans l'ombre pour pouvoir faire avancer les choses. Parce que c'est trop dangereux. Les réseaux sociaux, moi, comme je dis, c'est pour ça que j'y suis plus depuis quelques années. C'est mes amis qui s'en occupent. J'ai dit, ça prend beaucoup de temps et c'est devenu un peu n'importe quoi parce que un petit de 16 ans qui peut-être son poste va être au même niveau qu'un philosophe ou un imam qui a vécu des choses, et il va être au même niveau. Clair. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Et les gens, par exemple, aussi, même sur les réseaux, peuvent être touchés sur une méchanceté que tu peux lire et tu peux tout faire. Tu peux tout retravailler ta carrière ou même ton truc juste par rapport à une méchanceté dite par quelqu'un qui peut-être... Moi, je me rappelle, il y avait un mec, un collègue à moi, il disait un truc, il disait... il avait insulté un artiste sur les réseaux et l'artiste lui a répondu.
Lui, il était derrière. Il a fait, oh, regarde, il m'a répondu, oh. Et après, 3 secondes après, il a marqué, oh, je t'aime trop, j'aime trop ce que tu fais. Quand tu as ce genre de réaction, tu te dis, faut faire attention à Internet. Bien sûr. Parce qu'en fait, tu sais pas qui est méchant, qui est pas méchant, tu sais rien. Et si tu fais tu commences à envoyer un coup de gueule n'importe où, n'importe comment, tu fais pas avancer les choses. Bien C'est sûr. pas comme ça qu'on avance. C'est très bien, c'est très Voilà. bien, c'est très juste. Et toi, tu vis encore sur Marseille, etc., avec tout ce que tu représentes. C'est pas parfois étouffant? Ben à Marseille, ça va, je suis tranquille. Hein. Ouais. Je suis tranquille. Les gens, ils sont gentils avec moi. C'est familial. Je suis plus comme les gens. Il y a pour des gens, je suis leur grand frère. D'autres, je suis leur fils. D'autres, je suis le cousin. D'autres, ils me voient et ils ont grandi avec moi toute ma vie. Donc, ils ont l'impression. Il y a des gens, comme ils ont écouté ma musique toute leur vie, ils ont l'impression d'avoir grandi avec moi. Ils ont l'impression d'être potes. Marseille, ça va. J'amène mes enfants à l'école. J'essaie de faire au mieux pour faire un peu quelques courses. Je me balade avec ma petite Golf, tranquille. Ça va. Marseille, ça va. D'accord, très bien. Et du coup, Sina, Sina, comment il voit justement ton prof à l'école arabe, l'homme que tu tu es? as bien travaillé. Mais c'est important. Sina, Mais c'est important. Oui. Parce que vous, les Comoriens, Ouais. vous êtes très soudés. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes très soudés. Il y a les Maoulidas, il y a les petites fêtes, il y a les... c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Même parfois, quand vous faites remonter les bretelles, vous appelez les oncles, tout le monde est présent, etc. Donc moi, je veux que tu nous dises, Sina, il pense quoi de toi? Ben, Tu faisais Sina- office un peu de mentor. Ben, Sina, c'est lui qui m'a tout appris. Il m'a appris le Coran, m'a appris même à réfléchir comme je réfléchis aujourd'hui. C'est mon prof coranique pour les gens qui connaissent pas Sina, mais c'est normal. C'est un prof à Marseille. Ben, lui, il m'a appris les bases. Il m'a appris les bases de la religion, de la gentillesse, de l'histoire aussi de notre religion et des Comores aussi, de la culture. Et moi, en grandissant avec tout ce qu'il m'a appris, j'ai essayé de me construire. C'était mon deuxième père. Voilà. Ben, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Chaque fois que je le vois, il me regarde et rigole. Bon, la première fois, il n'était pas content. Parce que je me rappelle, il m'avait viré de mon cours quand il m'avait vu, j'avais gagné un concours de danse. Et ça, on le voit dans la série documentaire là, qui est sortie là. Et tu me vois danser là. Je sais pas où ils ont trouvé ces images là. Ah là 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 là. Mais dans tous les cas, voilà, ils voient. En fait, c'est pour ça que je te dis, c'est important pour moi la perception que les gens ont de moi. Il faut qu'elle soit positive parce que c'est pas question pour vendre plus de disques ou je sais pas quoi. C'est parce que ça va dans les oreilles des gens comme lui, ça va dans les oreilles de ma famille. Lui, quand il marche dans la rue, même si la musique pour lui, c'est pas quelque chose de très bien parce que quand même c'est imam, et encore, il n'a pas de problème avec ça, mais on lui dit, j'écris pas des choses mauvaises. Donc lui, il est là et il voit que chaque fois, j'essaie d'amener quand même des textes où j'amène de la positivité, où j'essaie de faire évoluer les jeunes dans quelque chose de plus positif que de les envoyer dans le feu. Donc du coup, cette réputation-là, je pense qu'il en est fier. Ah, c'est bien de lui rendre hommage. Et avant de te laisser, Sopra, je voudrais que tu nous dises à quel point ton frère, ton homeboy, Sia, était bon. Alors Sia Style, DJ des Psychiatres de la Rime, c'était notre grand frère. C'était l'homme sage, l'homme intelligent, le visionnaire. Et il était un peu tout pour nous. C'était notre épaule quand on avait des problèmes. C'était lui qui nous faisait faire nos expériences, qui était un peu notre mentor. C'est vrai que quand il est parti, ça a chamboulé et changé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent « Ah, quand les psychiatres? Ah, quand les psychiatres ?» Moi, à chaque fois quand on me pose cette question, moi, je réponds ben, j'espère qu'un jour on fera un truc, mais c'est pas psychiatre, c'est psy 3, c'est pas pareil. Et après, il y a aussi un truc, c'est que la nostalgie de l'époque, on la retrouvera jamais, ce truc, c'est pas possible. Même si je parle pas de nous trois, parce que nous trois, on est toujours ensemble. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il nous manquera celui qui était la colonne vertébrale. Donc, moi, tous les soirs, quand je suis en concert, je lui rends hommage quand je chante Roule. Cette chanson, elle est pour lui. Elle sera pour lui pour toujours.
Et nous, tous les ans, on va sur sa tombe avec mes amis, avec même Vince, des fois avec Alonso. On lui rend hommage et on essaye Il était pudique, donc on essaie d'être pudique aussi comme lui, il était. C'est bien. Voilà. C'est bien. Et qu'il repose en paix. Oui. Qu'il repose en paix, que nos disparus reposent en paix. Sopra, je fais entorse à mon habitude. Donc là, je vais te parler, je vais te poser une question sur le business. Hein. Ouais. Comment tu as sécurisé les affaires? Ben, franchement, j'ai vu un mec, il a tout compris, il s'appelle Akhenaton. Akhenaton, dès qu'il a eu beaucoup, beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis sur les murs. Moi, en premier, j'ai mis... la première chose que j'ai fait, j'ai amené, mon père une deuxième fois à la Mecque, après ma mère à la Mecque, après ma grand-mère, toute la famille. Mais après, l'important, c'est de sécuriser la famille. J'ai fait maison aux Comores, une grande maison pour que toute la famille soit tranquille. Mes frères et sœurs aussi, pour qu'ils soient tranquilles. On leur a fait... J'ai fait au mieux. Et j'ai investi immobilier. Après, nous, on a monté une société d'immobilier. On a monté une société où on fait du management. On fait aussi beaucoup de promos pour les artistes. Il y a beaucoup d'artistes que rap, c'est nous qu'on fait la promo, mais les gens ne le savent pas, mais c'est nous qu'on fait la promo. On a investi sur des joueurs. On a fait comment ça s'appelle? On est agent de joueurs. Mais tout ça, avec mes amis d'enfance, on a essayé de pouvoir organiser pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble, développer ensemble, et encore une fois, montrer que c'est pas parce qu'on vient des quartiers qu'on peut pas faire de grandes choses. Bien sûr. Voilà. Ah, c'est bien. Voilà. Franchement, je vais prendre note de tout ce que tu me dis. Nous prenons note, c'est bien. Il n'y a pas de problème. En tout cas, Sopra, vraiment, au nom de toute l'équipe de WeHustle, nous te remercions d'avoir fait Merci. le déplacement. Et moi, Surtout c'est moi surtout. Merci, t'as- vous avez tout décalé, vous avez posé. Non, merci, arrête merci, ça, merci. arrête ça. Merci. Non, du tout. Tout en sachant que là, tu remplis les stades à guichet fermé comme ça à chaque fois. Hein. C'est mieux qu'un match de foot même. Hein. Oh Tu là vois là, ce que je ne veux sais pas dire? si c'est mieux qu'un match de foot, mais c'est vrai que là, on a commencé, on a fait Lausanne, Mhm. Lyon. Maintenant, c'est Marseille qui arrive là. C'est bien. Cette semaine, C'est c'est 18-19 C'est Marseille. Et après, on fait le stade de Bordeaux. C'est bien, Et Sopra. stade de France l'année prochaine. En tout Inch'Allah. cas, plein de bonnes choses. Hein. Merci. Franchement, plein de bonnes choses. Et encore merci, Merci d'avoir à fait toi. le déplacement. Ça fait plaisir. C'était le tiers et 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects avec mon homeboy Sopra. Pour WeHustle, mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.